La mobilisation contre le virus Ebola semble porter ses fruits en Afrique. À Monrovia, par exemple, le nombre de corps collectés est en nette diminution. Grand mouvement de protestation de l'opposition au Bénin. Elle exige la tenue à bonne date des élections dans le pays avec le soutien des responsables syndicaux et de la société civile. Le ministre français des Affaires étrangères confiant quant à l'aboutissement de l'enquête sur la mort des journalistes de RFI assassinés au Mali. Le crime ne restera pas impuni selon Laurent Fabius. Nous sommes jeudi 30 octobre 2014. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information sur Sika TV. Nous allons tout de suite commencer par la Tunisie. Le parti anti-islamiste Nida Tounes a remporté les législatives de dimanche, dévançant ses rivaux d'Ennahda selon les résultats officiels préliminaires annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi par l'instance chargée d'organiser le scrutin. Nida Tounes a remporté 85 des 217 sièges de l'Assemblée des représentants du peuple, tandis qu'Ennahda en a engrangé 69. L'Union patriotique libre, le parti du richissime homme d'affaires et président du club africain, l'un des principaux clubs de Tunisie, Slim Riari, arrive en troisième position avec 16 sièges. Nous passons à un autre élément. L'économiste Simon Fremantle a dressé mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud, un état des lieux optimiste de l'économie de l'Afrique lors du lancement d'un livre sur les statistiques africaines. Pour lui, les estimations officielles sont certainement, sans exception aucune, inférieures à la réalité. L'économiste soutient par ailleurs que la classe moyenne n'existe pas encore sur le continent africain. Plus de précisions dans ce reportage. Simon Fremantle est catégorique. La classe moyenne n'existe pas encore sur le continent africain. À l'occasion du lancement du livre sur les statistiques africaines à Johannesburg, cet économiste a soutenu que cette classe moyenne est encore balbutiante. Il reconnaît tout de même qu'elle grandit vite. L'essentiel des possibilités en termes de consommation se trouve dans la partie supérieure des faibles revenus. Je parle du nombre massif de ménages qui ont plus de moyens qu'avant, qui ont $1 ou 2 de plus par jour qu'ils dépensent pour acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre avant. Plus de moyens d'existence, plus d'accès aux services, etc. C'est encore l'Afrique d'aujourd'hui, la base de la pyramide. Et c'est là que se trouvent les opportunités de consommation aujourd'hui et probablement pour la décennie à venir. Pour l'économiste, les estimations officielles ne reflètent en rien la réalité des choses. Au Nigeria, prenez le marché de la distribution. 95% des produits qui sont achetés le sont dans des circuits informels. Donc, notre capacité à le mesurer est vraiment faible. En Zambie, c'est de l'ordre de 60%. Donc, nous savons que l'économie grise, l'économie informelle, emploie l'essentiel des gens. C'est là que l'essentiel des transactions ont lieu et que l'essentiel du commerce de ces marchés est généré. Donc, le manque de statistiques est un problème majeur. Mais nous pensons que nos estimations officielles sont probablement toutes inférieures à la réalité. Simon Fremantle reste cependant optimiste sur l'avenir de l'économie africaine. Un optimisme conforté par ses calculs pour l'année 2014. Cette année, l'Afrique devrait attirer 205 milliards de dollars d'investissements en tout. Ça comprend les investissements directs à l'étranger, les paiements, l'aide internationale, les achats d'actions et d'obligations. Et sur ces 205 milliards, 40 à 45 sont de l'aide internationale. Donc c'est un petit pourcentage. Alors qu'il y a 10 ans, c'était plus de 50% des fonds étrangers. L'homme prédit par ailleurs des opportunités formidables pour les pays africains, comme le Mozambique avec l'agriculture, le gaz naturel et le charbon, le Kenya qui connaît 6% de croissance sans ressources, ou encore l'Éthiopie avec 10,5% de croissance cette année. Parlons maintenant du virus Ebola. En tournée au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, les trois pays durement frappés par l'épidémie, l'ambassadrice américaine de l'ONU, Samantha Powell, a révélé des signes encourageants. Les autorités sanitaires et la communauté internationale estiment aussi que la mobilisation contre Ebola commence à porter ses fruits, avec notamment une diminution du nombre de corps collectés à Monrovia. I had the opportunity to visit J'ai eu l'occasion de visiter un centre de traitement Ebola
près de l'aéroport, qui sera destiné à traiter le personnel de santé au cas où le protocole pour traiter les malades sans être infectés par le virus Ebola était brisé. C'est un lieu pour le personnel de santé international et pour le personnel de santé libérien, où ils trouveront des soins du plus haut niveau prodigués par une équipe de physiciens, d'infirmières, etc. Aussi longtemps qu'il y aura un cas d'Ebola au Libéria, ce sera un cas de trop. Nous ne cherchons pas seulement à inverser la courbe qui évolue à une rapidité effrayante, malgré quelques améliorations récentes. Nous ne cherchons pas seulement à inverser la courbe. Nous voulons mettre fin à l'épidémie. Dans un tout autre registre maintenant, en raison des dispositions internationales qui les empêchent d'engager des poursuites en France, les juges enquêtant sur le naufrage du Joola ont prononcé un non-lieu. En 2003 déjà, la justice sénégalaise avait classé le dossier en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord disparu dans le naufrage. Les juges d'instruction français enquêtant sur le naufrage du ferry sénégalais le Joola, qui avait fait près de 1900 morts, dont 18 Français en septembre 2002, ont ordonné un non-lieu. Annonce faite mardi par le parquet d'Evry. Les juges ont pris cette décision en raison des dispositions internationales qui les empêchent d'engager des poursuites en France pour ce drame survenu au large de la Gambie. Ils ont suivi l'avis du parquet qui avait requis un non-lieu au cours de l'été 2011. Au terme de l'enquête sur les causes techniques et les défaillances humaines, les juges indiquent avoir identifié de multiples causes au naufrage, dont un chargement aberrant, l'effet inclinant du vent et du roulis, l'absence de fermeture des hublots, les carences dans le dispositif des secours, ainsi qu'une série de 19 violations aux règles régissant la tenue du navire. Toutefois, les magistrats ont par ordonnance de non-lieu, en date du 16 octobre 2014, conclu à l'impossibilité d'engager des poursuites pénales contre les éventuels responsables en raison des dispositions internationales applicables à ce naufrage. Le Joola avait chaviré au large de la Gambie le 26 septembre 2002, alors qu'il reliait Ziguinchor à Dakar. La catastrophe avait fait 1863 morts et disparus selon le bilan officiel et plus de 2000 selon les associations des familles de victimes, soit plus que le naufrage du Titanic qui a fait 1500 morts. Seules 65 personnes avaient survécu. En 2003, la justice sénégalaise avait déjà classé le dossier en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord disparu dans le naufrage. Mais en août de la même année, une information judiciaire avait été ouverte en France. Rendons-nous maintenant au Bénin. La journée de mercredi a été marquée dans ce pays par un géant mouvement de protestation, une marche conjointement organisée par des leaders de l'opposition, des responsables syndicaux et membres d'organisations de la société civile. Tous exigent la tenue à bonne date des élections législatives et présidentielles après le report s'inédit des élections municipales, communales et locales. Une marée humaine comme on n'en voit pas tous les jours dans les rues de Cotonou, la capitale économique du Bénin. La marche pour la survie de la démocratie. La manifestation prédit pour être un monnaie a déjoué tous les pronostics. L'affluence était au rendez-vous. Les populations béninoises, elles, étaient sorties nombreuses à porter leur caution au mouvement lancé par la trentaine de partis d'opposition, de syndicats et d'organisations de la société civile réunis au sein de la plateforme des forces politiques et associatives pour réclamer l'organisation des élections, des scrutins surtout libres et crédibles. Nous avons vaincu! Nous avons vaincu! Quand je regarde vos visages et je vois la détermination qu'il y a dans vos yeux, je donne en paix. En avant! En avant! Le piétinement des opérations d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, liste pourtant indispensable pour aller au vote au regard des tests en vigueur, n'est non plus du goût des manifestants. Nous souhaitons que la levée qui doit permettre d'établir les listes soit vite établie. Si certains appellent à mettre les moyens à disposition de l'organe, d'autres par contre appellent à tourner carrément la page. Il faut que le peuple se prenne en charge, reprenne sa souveraineté
pour établir lui-même sa propre liste électorale alternative ad hoc. Un goulot d'étranglement qui donne toujours de la sueur froide. La tenue des élections à bonne date, l'un des baromètres essentiels d'appréciation de la vitalité de tout système démocratique, mais apparemment mis à mal au Bénin, les ténors du mouvement en cours crient à l'impasse et invitent à une veille citoyenne générale. Aujourd'hui, vous venez de montrer que nul n'a le titre foncier bâti du Bénin. Après les marches salariées, l'heure est ouverte aujourd'hui pour les marches à 0 francs. Et nous comptons sur vous que cette marche connaîtra encore d'autres qui vont lui succéder. Dans les tout prochains jours, la mobilisation pacifique pourrait être bien reconduite. Cette première, depuis le report s'inédit des élections municipales, communales et locales, s'est déroulée au nez et à la barbe des forces de l'ordre, mais en toute convivialité. Et justement, au sujet de cette marche de l'opposition au Bénin, nous avons pu joindre par téléphone certains membres de la majorité présidentielle, notamment le conseiller spécial à la sécurité du président Boni Yayi et le coordonnateur des partis de la mouvance présidentielle. Selon eux, l'opposition doit plutôt œuvrer pour la finalisation à bonne date de la liste électorale. Suivant à tour de rôle, Benoît Degla et Eugène Azatassou joints par téléphone. Cette manifestation, que nous sommes dans un état de droit où les citoyens ont le droit, n'est-ce pas, de manifester, d'exprimer, n'est-ce pas, leur position, leur point de vue par rapport aux événements qui se déroulent dans le pays. Les éléments sont suffisamment clairs aujourd'hui, sans être partisans, on peut pouvoir situer les responsabilités, on peut pouvoir dire où se trouvent les boulots d'étranglement. C'est là qu'il faut courageusement indexer ceux-là qui sont responsables. Est-ce que vous pensez que dans un pays normal, que les contribuables puissent mettre des milliards à disposition d'un groupe de personnes au nom parce qu'ils appartiennent à une institution et que cette institution n'est pas capable de travailler à l'unisson et que au sein de cette structure-là, il y ait des voix discordantes? Est-ce que vous comprenez que ce soit normal que l'Assemblée nationale, appelée à mettre en place le COS-LEPI, ait tergiversé pendant plus d'1 an pour pouvoir le faire, sachant très bien que les élections étaient à 1 an et que cette Assemblée n'a pas été capable de mettre en place la structure à cause des intérêts politiciens. Ça, c'est par le gouvernement. Oui, l'opposition quand même a suivi tout et a même participé à tous les débats. Oui. Et c'est très bien ce qui se passe. Donc, je crois que si c'est réclamer les élections, oui, ils sont en train tout simplement de vouloir approfondir la crise actuellement qui existe. Mais dites-moi, à votre avis, quelle est la porte de sortie que vous entrevoyez par rapport à cette crise? Alors, la porte de sortie, c'est que le COS-LEPI réunisse tous ces éléments rapidement, discute avec tous, implique tous, et nous sortent finalement cette liste. Avec tous les milliards qu'ils ont pris, oui, ils peuvent nous sortir une liste pour aller voter. Là maintenant. Dernière question, M. Azatassou. Dites-moi, oui, est-ce que à la suite de l'opposition, à la suite de la marche de l'opposition aujourd'hui, la mouvance aura organisé également des marches dans la ville de Cotonou comme elle a l'habitude de le faire? Bon, si ça dépendra des mots d'ordre de l'opposition. Si nous allons faire le point, savoir si nous devons organiser une réplique ou si nous devons organiser des marches pour autre chose. Ça là, c'est l'avenir qui nous le dira. On ne peut pas le décider maintenant là où nous sommes. Un sergent-chef français a été tué mercredi matin dans le nord du Mali lors d'une opération des forces françaises contre un groupe armé terroriste. 2 autres militaires français ont été blessés durant cette mission. C'est dans ce contexte que Paris va commémorer samedi prochain le 1er anniversaire de la mort des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI, assassinés à Kidal dans le nord-est du Mali peu après avoir été enlevés par un groupe d'hommes armés. Le parquet de Paris a ouvert au printemps 2014 une information judiciaire sur ce double assassinat. Pour le ministre français des Affaires étrangères, l'enquête commencée est une phase décisive et la mort des 2 journalistes ne restera pas impunie. L'enquête est entrée dans une phase tout à fait décisive. Les juges, c'est notre bon espoir, devraient pouvoir obtenir rapidement tous les éléments susceptibles d'arrêter les coupables. Les accords d'Alger qui sont en train d'être discutés entre Bamako et les groupes du Nord
devrait faciliter, chacun le comprend, l'avancée de l'enquête. L'espoir très ferme est là que notre détermination est sans faille aux côtés des familles et des journalistes de RFI. Je le disais l'année dernière, mais je le dis aujourd'hui avec plus de certitude, l'assassinat de Guylaine Dupont et de Claude Verlon ne restera pas impuni. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Très bonne journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.